Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce troisième épisode de la série Changer de regard sur la dépression du postpartum. Aujourd'hui, c'est Pauline que je reçois pour cette nouvelle conversation autour de la dépression du postpartum, mais surtout sur la résilience de cette dépression du postpartum. Pauline, merci d'avoir accepté mon invitation et de partager ce temps avec moi et avec nous. Merci pour ton invitation, avec grand plaisir pour partager mon expérience et depuis ma vision et ouais, mon point de vue. Et oui et bah, justement, ta vision, elle va être, je crois, pas mal libératrice et je pense qu'elle va faire du bien à beaucoup de mamans parce que tu vas pouvoir nous parler de toi, de ta maternité, comment tu l'as, envisagée. Donc ça, c'est toujours le point de départ qu'on a vu avec beaucoup de mamans. On envisage, la maternité, la grossesse, la maman qu'on va être. Donc il y a le fantasme et puis après il y a la réalité et souvent, de toute façon, ça n'a absolument rien à voir, les 2. Il y a un gap entre les 2. Mais toi, ta spécificité, ce qui, peut-être a jalonné ton parcours, de maman, et donc qui a traversé la dépression du postpartum, c'est ton très haut potentiel et là, on parle vraiment de toi en tant qu'adulte, avec ce très haut potentiel-là et non pas seulement, de point de vue de l'enfant. Donc, j'ai hâte que tu nous racontes, tout ça. Donc pour commencer, si tu as envie déjà de nous dire, bah, qui tu es, de combien de d'enfants tu es maman et comment ça s'est passé pour toi justement cette maternité. Oui, alors moi je suis Pauline Barbat-Giovanni. Dans la vie, je suis mentor et j'accompagne les personnes à THPI, donc à très haut potentiel intellectuel. Je les aide à révéler leur identité, déployer leur talent et puis surtout à apprivoiser leur intensité pour se sentir à leur place dans leur vie et de créer un peu leur propre voie et aller là où ils se sentent bien et être épanouis. Euh, En tant que maman, alors du coup, c'est pas forcément quelque chose que j'aborde souvent, donc là, c'est plus Pauline, le côté perso. Donc, je suis maman depuis 6 ans maintenant. J'ai un petit garçon qui a 6 ans. Euh, pour resituer un peu le contexte, je savais que j'étais HPI, mais je ne savais pas encore pour le THPI. C'est la grossesse, et enfin, l'arrivée, la maternité qui a permis de le voir. Et pour faire un peu un spoiler par rapport à peut-être tout ce qu'on va se dire, mon arrivée dans la maternité, j'ai énormément préparé, notamment pendant la grossesse. J'ai vu plein de choses. Je me suis documentée sur euh, différentes manières de materner, d'être parent, parce que j'avais envie d'avoir l'esprit ouvert, etc., d'autres cultures. Évidemment, la théorie n'est jamais pareille que la pratique, hein, ça je m'en doutais. Donc ça m'a obligée évidemment à lâcher prise, à assouplir mon perfectionnisme. Et malgré tout, en fait, c'était quand même une zone d'inconnu et quand on ne sait pas, on a quand même tendance à écouter les autres en se disant ils savent sûrement mieux que moi, je vais pas mal faire, je veux que mon enfant se sente bien. Et je pense qu'en fait, à écouter trop l'extérieur et à me conformer, je me suis vraiment suradaptée pendant cette période-là. Et du coup, enfin, maintenant, tout va très bien. Mais c'est vrai que je suis vraiment passée par une période où j'avais l'impression que tout me lâchait. Et donc, je suis vraiment passée par une période à la fois de dépression postpartum, de burn-out parental, burn-out autistique, enfin, vraiment de crash. Et je pense que ce qui a été le plus dur pour résumer là-dessus, c'est que, en fait, je me suis crashée. C'était vraiment une collapse intérieure, mais ça se voyait pas de l'extérieur. Parce que grâce à ce THP, en quelque sorte, je restais fonctionnelle de l'extérieur. Et donc, il y avait vraiment cette dissonance où moi-même, j'étais dans le déni de mon état réel, en fait, à l'époque. Et j'en ai pris conscience que plus tard, en fait, de à quel point j'étais pas bien. Euh, donc, voilà un petit peu pour mon parcours, pour résumer, mais on va pouvoir voilà, aller plus en détail par rapport à ce qui intéresse tes auditrices et tes auditeurs aussi, par Bah, rapport à ça. déjà dans cette première partie, l'élément, clé et qu'on retrouve souvent et merci d'en parler, c'est la suradaptation. Sans forcément, tu vois, rentrer dans le côté, au potentiel ou quoi que ce soit, rien mais déjà la suradaptation, déjà notre corps, il s'adapte et voire parfois il se suradapte. Déjà, il s'adapte avec la grossesse, il s'adapte avec les hormones, il s'adapte donc physiquement. Donc déjà, on se perd nous, avec notre image, notre corps. Mais après, il y a la fatigue, l'épuisement et du coup le corps, bah, oui, se suradapte aussi déjà par rapport à ce manque de sommeil et à ce besoin tellement fort de ce nouveau-né qui parfois aussi il y a de plus en plus, hein, de bébés, aux besoins intenses et cetera. Et puis après il y a aussi la suradaptation, oui, sociale, sociétale, je sais pas comment on peut dire, mais en gros, ben
on sait que, bah, voilà, c'est dur pour nous, mais on a l'impression que pour les autres mamans, c'est tellement, facile, fluide et on se dit: «Mais c'est moi qui arrive pas à gérer ou quoi?» Ou que justement dans les livres et peut-être qu'il y a ce décalage aussi là, ben, voilà, on dans les livres, ça paraît toujours plus simple que dans la vraie vie parce que dans les livres, ils nous parlent pas forcément de notre enfant et puis nous, de notre vécu et de notre ressenti intérieur et donc la suradaptation peut aussi mener, bah, au burn-out comme tu l'as dit et puis Mm. même parfois de manière plus intense à la dépression du postpartum et je sais que donc dans l'article que tu as écrit et je le partagerai sous la vidéo, pour que voilà, vous puissiez aller le lire, c'est vraiment très intéressant. Je pense que beaucoup de mamans se reconnaîtront, mais tu parles aussi du regret maternel. Ouais. Ce regret-là, mais dû justement peut-être à cette demande, à ce besoin, à cette envie en fait de bien faire et donc on se suradapte et on s'oublie complètement et après on se dit: «Mais en fait, c'est pas notre enfant qu'on regrette, c'est la fonction, la posture, le rôle de mère tel qu'il est décrit ou dans lequel on nous attend, qui nous épuise aussi» et donc on en a ras-le-bol, on est épuisé clairement de pas faire semblant, mais justement d'être toujours dans le plus, alors qu'on aimerait être, simplement nous finalement peut-être et se reposer un peu sur qui on est. Ouais, bah, sur le regret maternel, ça n'a rien à voir en effet avec l'amour que je porte à mon enfant ou le fait qu'il fasse partie de ma vie. Ça, j'en suis ravie et j'aime infiniment. Euh, En fait, le regret maternel, c'est plus sociétal. C'est vraiment l'impression que le costume de mère qu'on nous a que la société nous a cousu pour nous est tellement trop étroit en fait et pas du tout adapté à, à nos aspirations profondes, au sens qu'on a envie de mettre derrière. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et je pense que je me suis forcée en quelque sorte à rentrer dans ce costume-là à l'époque parce que bah, en fait, ça a toujours été ma stratégie de survie par le passé, sauf que là, en effet, comme tu le disais, avec le contexte d'avoir un enfant qui, évidemment, a des besoins intenses, qui me réveillait toutes les 2 heures, etc., pendant ces 2 premières années, qui faisait passer nuit. Et en effet, il y a une fatigue. Se suradapter, ça demande énormément d'énergie. En fait, là, ça implose. C'est-à-dire que oui, avant d'avoir un enfant, je pouvais le faire, mais plus avec la charge mentale. Et donc, ça a complètement ouais, fait exploser, en fait, bah, les stratégies d'adaptation et de protection que je pouvais avoir par le passé. Avec du recul, maintenant, je me dis, bah, c'est pas plus mal qu'elles aient explosé. Au moins, comme ça, j'ai pu en construire de nouvelles. Même si l'explosion et le moment à passer n'étaient pas forcément. Enfin, voilà, il a fallu aller quand même très loin pour remettre les choses. Et je ne l'ai pas dit, mais pour quand même resituer le contexte, il y a 6 ans, c'était en plein Covid. Donc, moi, le Covid est arrivé quand mon fils avait 4 mois. Et en fait, c'est arrivé pile au moment où bah, en fait, j'aurais dû reprendre le travail. Donc, dans ma tête, je me disais, ah, je reprends le travail, je me rebouge, je retrouve une vie sociale, je reparle avec d'autres gens, mes collègues. Et en fait, ça n'a pas été possible à ce moment-là à cause du confinement, etc. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à devoir. J'avais démissionné parce qu'on devait normalement s'expatrier. Donc, j'avais démissionné. J'avais pas le droit au chômage. Voilà, il n'y a pas le droit au chômage. Euh, donc j'étais assignée à résidence à la maison. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un bracelet électronique. C'était vraiment l'effet que ça me faisait. T'es un bracelet électronique, t'es assignée à résidence. Euh, et donc je l'ai vécu comme une punition parce qu'en fait, c'était pas ce que j'avais choisi. Ce congé parental, il a été subi. Bon, mon fils, il a pu après aller à la crèche à 8 mois. Euh, et c'est pas que j'avais pas envie de passer du temps avec lui, c'est que c'était passer autant de temps et à faire des choses qui, moi, me nourrissaient pas. Je sentais que ça me drainait. Malgré tout, j'ai été à ce moment-là chercher toutes les ressources dont j'avais besoin parce que pour lui, il allait bien. Et en plus, ça se voyait à l'extérieur. Tu me disais, ah, mais qu'est-ce qu'il est épanoui, ce gamin, ça se voit, il est super bien. Donc, à la fois, je me disais, ah, je fais pas ça pour rien, quoi. Mais en fait, c'était vraiment le sacrifice, quoi. Vraiment, je me délitais pour ça. Et en fait, assez vite, je me suis dit, c'est pas OK, il y a un souci là, je suis en train de créer une relation qui est déséquilibrée. J'ai pas envie de ça. Et c'est pas la relation que j'ai envie de construire. Donc, j'ai essayé de me renseigner, de réfléchir parce que bah, même si j'étais crevée, en fait, de toute façon, comme je l'ai dit, je dormais pas, que j'essayais de l'endormir, je lisais des bouquins en même temps que j'essayais de l'endormir. Et donc, à la fois, je pense, ça ressassait mes pensées, etc. Mais ça me permet de me conforter dans le fait que, bah non, t'es pas folle, il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, etc. Et de lire, ouais, ça m'a déculpabilisée aussi. Parce que franchement, le regret maternel, enfin, c'est quand même pas évident de dire, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bug, qui va pas, je me sens pas si épanouie que je suis censée me sentir épanouie, que tout le monde me dit que c'est censé être génial et de voir dans le regard des gens comme une zone de bug et en fait de voir qu'ils changent de conversation et là de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et maintenant je sais ce qui se passe. En fait quand on fait ce genre de choses, en fait
En fait, le regret maternel, c'est très dur d'en parler, c'est un tabou sociétal parce que, en fait, quand on en parle, on vient toucher à une peur existentielle de la plupart des gens qui est et si ma propre mère, mes propres parents avaient eu du regret maternel. Et comme cette idée était horrible d'imaginer, bah, si c'est ça, alors à ce moment-là, c'est que j'aurais pas existé. En fait, la plupart des gens ont une espèce de bug, vraiment, de bug identitaire, comme si bus, ils se rebootaient et donc ils passent à autre chose. Et là, on se dit, mais moi, j'avais besoin de parler de ça. Et en fait, c'est juste que c'est une vérité qui est inentendable pour eux, donc c'est une manière de se protéger, en fait. Donc du coup, ils effacent. C'est comme s'ils effaçaient les 30 secondes de ce qu'on vient de dire et hop, ils passent à autre chose, comme si on n'avait jamais dit ça parce que non, non, ça ne peut pas exister, ce n'est pas envisageable. Et du coup, quand on le vit et qu'on a vraiment besoin de discuter de ça et d'en parler, ben, on peut se sentir très seul par rapport à ça. Et donc, je pense que d'avoir trouvé des livres sur le sujet, il y avait pas mal de livres qui sont sortis à ce moment-là sur le sujet, de m'être fait accompagner aussi, d'avoir une psy qui était spécialiste de ça, ça m'a énormément aidé bah, à déculpabiliser et aussi à me dire, OK, repars de zéro. Mets à la poubelle tout ce qu'on t'a dit, pars de zéro. Et oui, OK, il y a des trucs où tu vois que ça marche, mais pour toi, en tant que mère, il faut que tu trouves quelque chose. Parce qu'en fait, quand je contactais des gens en disant, bah, j'aimerais me sentir mieux en tant que parent, en fait, on me disait, ah oui, donc pour ton fils, il faut faire ça. Et j'ai dit, mais non, mais c'est pas pour mon fils, j'ai bien compris tout ce qu'il fallait faire pour mon fils. Tout le monde me dit qu'il est épanoui, lui, il va bien, c'est moi qui ne va pas bien. Et en fait, quand je disais ça, on me disait, oui, donc il faut que, qu'il puisse s'exprimer avec toi, etc. Je disais, mais il a 4 mois. Ah bon? Ah mais non, mais tout est fait pour les enfants à partir de 5 6 ans, ils savent parler. Et je disais, mais du coup, qu'est-ce qui se passe avant pour la personne où les nourrissons? Et je fais quoi? Ah bah là, tu serres les dents, en gros, quoi. C'est la réponse qu'on m'a fait à chaque fois. Et du coup, j'étais là, bah non, en fait, c'est pas, la réponse n'était pas acceptable pour moi. J'étais là, bah non, parce qu'en fait, je suis en train de construire une relation qui est toxique là. Si je serre les dents, j'ai pas envie d'être une maman comme ça, j'ai pas envie de lui montrer cet exemple qu'un parent, en gros, il doit serrer les dents, se sacrifier. Et puis ça n'amène Et que de la frustration aussi. Enfin, je veux dire, déjà, on est épuisé, ouais, on peut se sentir aussi très seul. Il y a aussi la question de la solitude aussi, même si on est avec notre enfant ou entouré, il y a cette solitude de se dire, oui. mais personne ne me reconnaît ou n'écoute mon être profond dans ce que je suis en train de traverser. Et la frustration, bah, après, il y a la colère, il y a toutes les émotions, et ensuite, il y a la culpabilité. Et ensuite, déjà que on fait tout ça pour pouvoir se dire que on est une maman potable, bah là, dès qu'on se met à hurler Et ou la crier, honte et ben aussi. voilà, Mm. après on a honte, on culpabilise et puis on s'autoflagelle. Enfin, c'est pas du tout C'est vraiment un soutenant, cercle, quoi. ouais, c'est vraiment Vicieux. un cercle vicieux. Mm. En fait, moi, j'ai pris conscience de, enfin, l'opportunité que ça cachait avec du recul, c'est que j'ai pris conscience d'énormément de patterns en moi dont j'avais pas conscience, et notamment le fait que, en fait, depuis petite, et je pense que c'est pas que lié à mon éducation ou autre, je pense que c'est lié aussi à la culture, à la société dans laquelle on vit. C'est que en tant que fille, femme et en tant qu'aussi bah, THPI avec des besoins qui sont plus grands, qui sont différents, qui sont peut-être exacerbés, bah, en fait, on m'a toujours dit non, mais t'exagères, tes besoins sont trop élevés. Tu peux pas penser ça, t'as pas le droit de penser ça. Non, c'est impossible que tu ressentes ça. Et donc, en fait, j'avais intégré l'idée que mes émotions, mes ressentis étaient forcément défaillants et faux, que je me trompais forcément, que j'avais forcément un truc qui clochait, à la limite que j'étais probablement folle, c'était un peu la peur, voilà. Et donc on se dit, si je suis folle, ils vont m'enlever mon gamin, alors il faut surtout pas que je le dise, ce qui m'arrive à l'intérieur, parce que du coup, sinon ils vont venir le chercher, ils vont me l'enlever. C'était vraiment tu vois, un stress que j'avais en moi. Et en fait, maintenant, avec du recul, je me dis, mais non, mais c'était absolument pas folle. Tu as juste un mode de fonctionnement qui est différent, que la plupart des gens ne sont pas en mesure de comprendre, et c'est pas de la malveillance, c'est juste que, voilà, ils comprennent pas forcément, ils voient les choses avec leur propre prisme. Et, euh, et en fait, de réhabiliter ça, de me dire non, non, mais en fait, tes émotions, elles te disent pas n'importe quoi, tes ressentis, c'est qu'il y a vraiment un truc qui, en effet, est désaligné, manque de sens, et que tu as besoin d'aller chercher ce que c'est, d'aller embrasser ça pour comprendre ce que c'est, de sortir de la honte de tes propres émotions, etc. Et ça, c'est une énorme chape à enlever parce que, bah, évidemment, quand on a honte de ses propres ressentis, on va même pas voir un psy pour lui dire, parce qu'on se dit, bah non, il va me juger, c'est même pas possible, on n'arrive même pas à libérer la parole. Donc c'est vraiment des choses, tu vois, que j'ai traversées de le dire. Par contre, je les ai traversées en trouvant en effet les bonnes personnes. J'ai pas été voir n'importe qui, j'ai cherché vraiment, voilà, par exemple, bah, la psy spécialisée dans le regret maternel pour me dire, bon, bah, ok, elle va pas me prendre pour une folle, au moins elle est spécialiste de ça, et elle saura aussi quoi me répondre. Et donc ça m'a aidé aussi d'avoir des gens qui m'ont dit, enfin qui m'ont aidé, même si on est d'accord que la validation, l'idée c'est qu'elle vienne pas de l'extérieur et de l'intérieur. Ça aide énormément au début d'avoir au moins une personne qui nous dit non, non, tu n'es pas folle. En fait, juste cette validation extérieure qui nous autorise à avoir notre validation intérieure.
C'est ça. Et Euh, même là, tu as eu quand même, enfin, c'est merveilleux de pouvoir d'avoir pu trouver une psy spécialisée dans le regret maternel. Parce que tu vois, rien que par rapport à la dépression du postpartum ou simplement la difficulté maternelle, tu vois, de manière globale, bon, bah, moi, il y a 7 ans, personne. Et pourtant, j'ai frappé à plein de portes, tu vois, tout comme toi, j'avais besoin en fait d'être entendue, donc pas validée, mais entendue, effectivement, pour dire non, mais ce que tu es en train de faire, Laurie, ce travail de va-et-vient entre ton fils, ton envie de le protéger la relation, tes peurs, tes craintes, tes souffrances, ok, bah oui, c'est entendable et on peut te soutenir et on peut t'orienter vers des solutions, etc. Bah, personne n'a fait, des thérapeutes et même des psychothérapeutes, personne n'avait fait le lien entre le fait que j'étais une jeune maman et cette traversée du désert, j'ai envie de dire, la nuit noire de l'âme, tu vois, ce truc, cet effondrement identitaire, ces peurs plus qui remontent. Et vraiment, parce que moi, c'est la petite fille intérieure qui s'est mise vraiment en avant. Tu vois, ça a été, oulala. Et moi, je le disais, je disais, mais j'en ai marre de ressentir tout comme si j'étais une enfant, parce que j'avais cette vulnérabilité cette sensibilité à fleur de peau, j'étais à vif. Mais parce que ben, de devenir maman, ça a ouvert la boîte de Pandore. Et alors clairement, tu sais, avec l'image de la césarienne, puisque moi j'ai accouché par césarienne, mais une césarienne imposée, hein, qui m'a été imposée, à la dernière minute, sans explication, sans rien. C'est comme si, bzzzt, on a ouvert et pouah, tout est sorti du ventre en même temps que le bébé, tu vois. Mais c'est dingue quand même que personne n'ait fait le lien. Alors j'ai eu des jugements par contre. Vous êtes en train de faire une crise d'adolescence. Bah non. Mais c'est pas normal. Et ça, on me l'a dit, c'est pas normal d'avoir peur de votre mère à votre âge. Mais parce que c'était l'enfant intérieur, les peurs, tu vois, tous les. Mais c'est pas normal, mais bah oui. Donc moi je disais oui en plus, hein, tu vois, j'étais même pas vexée ou j'étais pas susceptible, hein, j'étais à fond dedans. Oui, donc aidez-moi. Et en fait, non, non, effectivement, enfin en tout cas moi, les professionnels de santé que j'ai rencontrés, j'en ai pas fait non plus des millions, mais ils se sont retirés du jeu. Donc je comprends très bien quand tu disais tout à l'heure juste l'entourage, tu vois, qui n'a pas forcément, voilà et les encore, compétences qu'il l'entourage faut, n'était mais pas... Mon entourage, je pense, comprenait pas. J'ai cette capacité à camoufler aussi qui je suis et ce que je vis. Donc, c'est-à-dire que mes proches, ils sont très bienveillants et ils auraient aimé être là. Aujourd'hui, quand je parle avec mon mari, il me dit, bah, bien sûr. Enfin, en fait, il n'a pas vu. non, c'est Et, ça, et il voilà. est désolé, en fait. Mais oui, Mais en même temps, j'ai aussi ma responsabilité. Je lui l'ai caché, je l'ai camouflé. J'étais moi-même dans mon propre déni, donc je pouvais le exactement. camoufler. Mais les professionnels Et de en santé, effet, il y avait tout un jugement autour. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, en plus, à l'époque, on vivait à Paris. Et je me rappelle que, enfin, je me sentais vraiment, mais comme une pestiférée. Ça faisait vraiment appuyer sur cette blessure de rejet. On me dit dans le bus, ah non, pas plus d'une poussette, ça prend trop de place. Tu veux rentrer au resto, ah non, il faut plier votre poussette, mais il dort. Bah, je m'en fous. Vous rentrez pas. Ah, donc, en fait, tu sens que partout, tu déranges, tu gênes, qu'un enfant n'est pas le bienvenu. Et je pense que là, il y a aussi un aspect culture française, parce que ah maintenant, je oui, vais aux États-Unis et je vois pas du tout la même chose. Ils sont pas, enfin, pour eux, un enfant, c'est mignon, c'est normal que ça crie, que ça pleure, il va pas où est le problème. Euh, il n'y a pas ça en France, vraiment. Et je comprends aussi qu'on puisse avoir besoin de sérénité, de calme. On n'a pas forcément envie d'entendre les cris d'un enfant, hein. Mais c'est vrai que bah, je me sentais vraiment, j'avais vraiment l'impression que bah, en fait, le seul endroit où tu ne déranges pas, c'est chez toi. Si tu pouvais rester assigné à résidence, et tu vois, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles bon, j'ai choisi de ne pas allaiter. Il y a plusieurs raisons, mais notamment, il y avait une des raisons qui était je me sentais pas le courage et la force d'assumer les regards qu'on porte sur toi quand tu allaites et qu'on te dit que t'es pas censé faire ça. Enfin, moi, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de m'aérer, je pouvais plus rester dans notre appart. Et je me disais, si en plus je dois gérer ces regards-là, j'avais pas je sentais déjà que ça débordait intérieurement, qu'il y avait tellement de choses à assumer. La pédiatre, elle me jugeait tout le temps parce que je suis végétarienne et elle était là, vous donnez du lait végétal à votre enfant? Et j'étais là, bah non, quand même pas. Enfin, oui, oui, j'ai c'était connu ça aussi. vraiment, voilà, cette impression d'être jugée. En Oui, fait, c'était comme si on partait du principe que de base, j'étais forcément une mauvaise mère et que je devais faire mes preuves. C'est vraiment cette impression que j'ai pu avoir globalement, que je devais me faire petite, pas trop déranger, etc. Et c'était vraiment incroyable parce que j'ai trouvé qu'il y avait un énorme gap entre t'es enceinte, t'es glorifiée, mais oui, assieds-toi là, à la place, machin. Alors là, oui, on te fait toute la place, tu passes en premier à la caisse et tout parce que tu as le même statut qu'une personne handicapée, etc. En revanche, à partir du moment où tu as accouché, alors le bébé, ah oui, le bébé, c'est le trophée. Et toi, oh,
va vite maigrir, cache-moi ce ventre qui ressemble à rien et qui est tout flasque. Va pleurer Ne ailleurs aussi, pleure Va en pleurer silence, ailleurs, voilà, ne ne nous te dérange plains pas. pas, ne Oui. nous dérange pas, ne nous parle surtout pas de De ton tout ce que ça accouchement veut dire, aussi, que c'est mal le passé, par exemple. Ouais. postpartum, ni rien. Ne parle de surtout pas tout ça, c'est tellement Et, dégueu, et puis voilà. avait un beau sourire aussi. Voilà, ne nous parle pas des problèmes gastriques de ton fils ou autre, parce que même si, bah, évidemment, un nouveau-né, c'est la priorité, c'est quand même son système intestinal. Mais non, faut pas en parler. Enfin voilà, donc en fait, il y a plein de trucs où, en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a une énorme chape de honte sur plein de trucs où en fait les gens ne veulent pas en parler, c'est tabou, c'est pas politiquement correct. Mais en même temps, en mettant tout ça dans le placard en mode on veut pas le voir, bah, en fait, ça donne énormément de solitude. Et en fait, les personnes avec qui je me sentais bien et avec qui on pouvait vraiment parler, bah, c'est heureusement, j'ai eu la chance d'avoir deux copines qui ont eu des bébés à 1 mois de différence. Et on pouvait vraiment, je pense que là, pour le coup, c'est que c'était cool d'avoir des mamans voilà, qui vivaient les mêmes choses parce qu'on pouvait vraiment en parler. On pouvait se dire, bah, ça fait 2 mois que je dors quasiment pas, j'en peux plus. Et on pouvait vraiment dire des choses, bah, vraiment se lâcher, en fait, parler ouais, sans barrière. Et moi, je pense que dans mon cas, ce qui a fait que je suis tombée, tu vois, tu voulais parler de la dépression postpartum, ce qui a fait que je pense que je suis tombée dedans, c'est que ça a duré, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas de date de fin à cause du confinement. C'est-à-dire que, du coup, en fait, j'avais l'impression que c'était coup sur coup. Donc, tu retournes pas au boulot, tu n'auras pas le chômage, juste le congé parental. Donc, c'est un peu violent, genre, ah, ok, donc ma valeur. Enfin, en plus, à l'époque, j'avais encore cette idée de la valeur de ce que tu gagnes, ou de la rémunération, ou de l'argent qui rentre correspond à ta valeur personnelle. Alors, quand c'est moins de 400 euros, tu es là. Ça Ah, fait mal, ça pique. ça pique, je me tue à la tâche, je dépends de mon mari et en plus, 400 euros. Et en plus, et en fait, j'avais vraiment, à l'époque, j'avais vraiment une énorme colère contre la société parce que je me rappelle, j'avais lu dans le challenge, ça avait été évalué en gros par rapport à la pénibilité des tâches d'une mère, combien on devrait être rémunéré, le salaire hypothétique. Et le salaire hypothétique à l'époque, c'était 6 500 € net par mois. Donc, c'était quand même un très beau Énorme. salaire, Ah ouais, ouais. énorme. Et je m'étais dit, mais t'imagines, enfin, en fait, du coup, ça me rendait dingue de me dire, mais ah, la société ne paye que 400 euros pour faire un job Ouais. qui vaut 6 500. Mais dans ma tête, j'étais là, mais on exploitait, c'est de l'esclavage. Donc, j'étais vraiment dans cette période hyper aigrie, en colère. Alors maintenant, j'ai un peu voilà, switché en me disant, ok, n'attends pas des autres, n'attends pas de l'État, n'attends rien. Voilà, fais les choses par toi-même et construis-toi un truc par toi-même. Mais en effet, je me dis, bah, je crois que ce que j'aurais apprécié, c'est d'être plus préparée. Pas, Mhm. je pense que j'aurais quand même voulu devenir maman. Si j'avais su tout ce que j'allais vivre, j'aurais quand même voulu devenir maman et j'ai pas envie que mon fils sorte de ma vie. Mais je pense que j'aurais aimé être mieux préparée. Tu vois, c'est vraiment cette impression de me dire, comme si on m'avait dit, t'inquiète, on va se balader sur les Champs-Élysées, vas-y, sors tes beaux escarpins, ça va être canon, on va prendre des belles photos. Et puis en fait, bah non, c'est pas les Champs-Élysées, Et on puis est en haut de et puis l'Everest. t'es en croc, t'es même pas en talon, t'es en croc de jardin. Exactement. Et du coup, tu t'es sapé en mode talon aiguille et tout, genre pour l'été, en petite robe légère. Et puis, tu te retrouves en fait sur Mm. le sommet de l'Everest. Il fait super froid, tu as des engelures. Et puis, pourquoi t'as pas mis tes chaussures, tu vois? Du coup, l'idée, c'est pas de pas aller sur l'Everest. C'est juste, bah, j'aurais pris des chaussures des marches, un gros manteau, une grosse doudoune. Je me serais Adapté en fait, équipée. adapté à toi, voilà, équipé et en Ouais. fonction aussi de toi, de qui tu es, de là où tu veux aller et puis de la compétence que tu as envie aussi de mettre à contribution pour, être la maman, la bonne maman que tu as envie d'être. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est très discriminant finalement, discriminatoire finalement presque de devenir maman parce que, ben, tu te fais juger comme tu disais, ben, déjà nous-mêmes, déjà avec nous-mêmes, on est tellement durs parce que, bah, c'est ce qu'on a intégré aussi dans notre éducation aussi, hein, par rapport aux attentes. Mm. Hem, mais il y a aussi tout l'extérieur. Et en fait, on a l'impression, comme tu dis, quand on est enceinte, eh bien, on est dans la team, on fait partie de la team, on est valorisé, on est vu, et cetera. On est, respecté, j'ai envie de dire, même peut-être un peu plus que ce qu'on demande. Et là, c'est vraiment on est relégué, ouais, au placard et vraiment, Oui. oui, c'est discriminatoire parce que, ben, c'est: «Attends, là, tu gênes, là, tu peux pas venir, là, tu pas comme il faut, là». Et c'est d'une violence parce qu'effectivement, on s'attend pas à ça. Parce qu'en Non. plus, c'est déjà c'est pas on fait pas ça pour se faire remarquer, tu vois? Par exemple, on pourrait être très bien, tu vois, un peu comme les ados quand ils sont un peu rebelles, où je dis: «Bah oui, bah tu provoques, bon bah tu récupères». Mais on n'a pas provoqué, on a mis, on a donné vie à un être humain. Et comme nous aussi, nous sommes des êtres humains, avec un passé, un vécu, avec même des mémoires traumatiques, avec des choses, ancrées dans nos cellules et cetera. C'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas que la tête qui nous permet d'avancer et que tout ça fait qu'on est aussi, humain et qu'on peut complètement être dépassé et perdu et sauf que, bah, quand tu es perdu
et ben, on te tend pas la main, on te dit: «Ah quoi? Tu perdu? Tu sais pas faire? Mais enfin, mais oh là là, vilaine maman, quoi». Et ça, je trouve, c'est enfin moi, ça a été, oui, terrible parce que ma priorité, en tout cas, c'était vraiment de préserver la relation avec mon fils. Et donc cette dépression du postpartum, aujourd'hui, moi, oui, pareil, j'ai beaucoup de gratitude, vraiment, vraiment, parce que ça m'a permis d'aller mieux me connaître. Et pas juste une connaissance, «Ah ça je valide, ça c'est bien Laurie, ça non Laurie on va plus en parler de ça, fais pas ça Laurie, c'est pas bien». Non, non, c'est vraiment de s'assumer dans sa multidimensionnalité aussi, que ce soit multicasquette, que ce soit multi-émotionnel, que ce soit multi voilà. Et puis aussi moi dans le côté un peu plus spirituel de se dire: «OK, en fait on n'est pas que des machines à faire, je suis pas venue sur terre pour finalement répondre aux exigences de mes parents, puis après aux exigences peut-être d'une société et puis après peut-être d'un patron et puis après, ben, de comment je dois être maman». Et ça malgré tout, c'est très libérateur, en fait, de tomber dans, cette crise de vie, mais clairement, c'est une crise existentielle. Alors est-ce que je sais pas, est-ce que c'est le fait que, il y ait ce haut potentiel-là qui fait qu'on est dans cette recherche de sens, de symboles, de profondeur? Ou est-ce que, je ne sais pas, parce qu'il y a des mamans effectivement qui oui, bah, qui manquent de sommeil aussi et tu vois? Et qui ont peut-être, des ressources, déjà qui sont là, je sais pas. C'est ça qui est aussi fabuleux et que c'est moi je trouve ça dommage qu'on accompagne, si peu pour l'instant en tout cas la dépression postpartum ou en tout cas, le devenir maman, la matrescence parce qu'il y a tellement de questions à aller voir et à adapter en fonction de chaque personne. Parce que je veux pas non plus faire de généralité, tu vois? En disant: «Bah, si tu as traversé ça, c'est parce que, tu es un haut potentiel et donc tu donnes du sens et puis si tout va bien pour toi, c'est que tu es pas» non, pas du tout. Je pense que ça dépend vraiment des ressources qu'on a en soi, de dans quel état on arrive aussi à la maternité en fait, dans, quelle femme on est avant de devenir maman. Puisque de toute façon pour tout le monde, ça vient vraiment mettre en lumière, tout et encore plus ce qui n'est pas aligné parce que je pense qu'il y a aussi enfin dans cette interprétation de moi, très oui spirituelle, mais de se dire, bah, on a en fait, on a envie d'aimer tellement fort notre enfant, on a envie que ce soit parfait, on a envie d'être la meilleure maman que, ben, forcément que c'est tout le côté là qui toutes les ombres, tout ce qui marche pas bien, qui fait que, bah, c'est mis en lumière et nous permet d'aller justement après modifier ça, pour être encore plus, bah, qui on est et de se sentir à l'aise finalement. Mais c'est vraiment une belle, leçon aussi je trouve et plein d'enseignements d'un empuissancement que jamais je n'aurais pu, en tout cas moi, pour, ma vie à moi, j'aurais pas pu le trouver ailleurs que dans la maternité. La maternité, la relation avec mon fils, la dépression du postpartum m'ont poussée à aller chercher dans des endroits que jamais je serais allée, juste par exemple pour un nouveau boulot ou tu vois, une difficulté autre ou un deuil et cetera que j'ai déjà vécu. Oui, ça vient, contacter une forme de résilience aussi et cetera, mais pas là, pas quand ça touche comme ça, tu vois? Quand ça nous touche profondément. Je sais pas ce que tu en penses toi ou pas, hein, par rapport à ces difficultés-là et peut-être si tu peux nous partager toi tu nous en as déjà partagé, mais de ces difficultés-là en tant que très haut potentiel, toi, en tant que personne avec un très haut potentiel et les solutions que tu as contactées toi dans ta vie de maman et qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu es une maman, épanouie, tu vois, alignée, encore plus en conscience et dans la relation aussi avec ton fils. Euh, alors, déjà, je pense que le fait d'être une maman atypique, bah, en général, on a aussi des enfants atypiques, quelles que soient les atypicités. Et donc, je pense que de fait, notre maternité, on ne peut pas appliquer les mêmes recettes que les autres. Je vois bien, j'ai des potes qui ne sont pas atypiques, elles posent leur enfant 4 heures. Enfin, bébé, elle le posait 4 heures, il jouait tranquille. Moi, je ne peux pas avoir ça. Même 30 secondes de répit pour aller aux toilettes, ce n'est pas possible, en fait. Euh, et chaque enfant est différent. Donc, voilà, on s'adapte aussi à chaque enfant. Mais je pense que donc déjà, il y a ça qui joue. Il n'y a pas que la maman, il y a aussi l'enfant, comment il est, etc. Et après, dans mes spécificités, en fait, pour moi, ma vision du très haut potentiel, et c'est pas forcément une vision qui est partagée par tout, mais en tout cas, c'est ma vision là-dessus, c'est que c'est vraiment comme un état de conscience. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que si j'avais pas un rôle de maman qui était au même état de conscience que là où j'étais habituellement, et que j'essayais d'aller dans une course en fait qui ne me ressemblait pas, ça marchait pas. Et donc c'est pour ça qu'il a vraiment fallu que je remette les choses à plat en me disant, bah oui, il y a des choses où il va falloir que je m'affirme, ça va pas
correspondre à ce que la société habituellement fera, mais c'est ça qui fait du sens pour moi. Euh, Par exemple, enfin, pour moi, c'est complètement OK. En fait, pour moi, tous les rôles de mère sont OK. C'est-à-dire que moi, pour moi, l'important, c'est que chaque mère ou parent se sente ajusté dans sa vérité. Si pour un parent, c'est être parent au foyer et que c'est vraiment son kiff, alors c'est trop bien. Moi, c'est pas mon truc, mais je suis hyper OK. Tu vois, sur l'allaitement, moi, toutes les solutions sont OK du moment que pour moi, c'est la plus juste pour la personne. En fait, c'est vraiment l'intention qu'il y a derrière. Euh, Pareil avec tu vois, les pratiques, le cododo, le truc, pour moi, c'est vraiment des choix hyper perso et ça dit rien de la personne. Ça dit pas, ah non, si tu allaites pas, c'est pas bien, si tu fais pas cododo, c'est pas bien, si tu fais pas portage, c'est pas bien, ou si tu fais ci. Enfin, chacun, voilà, en fait, a des spécificités et fait les choses aussi en conscience par rapport à ça. Et ça m'a aussi rappelé encore plus que c'est important de ne pas juger les gens parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas les contraintes. Et d'où cette importance d'être aussi, je pense, vraiment, pour le coup, dans une vraie sororité, de ne pas juger, de dire, mais en fait, de respecter l'autre dans ses choix, je pense que ça, c'est hyper important. Je suis un peu en train de dériver, mais je reviens du coup sur ta question. Euh, et du coup, en tant que THP, ce que j'ai réalisé, bah, en fait, j'ai vraiment dû bon, déjà, sortir de la croyance que une bonne maman passe un max de temps avec son enfant. Non. Et ça, ma psy m'avait vachement aidée en me disant, bah non, Pauline, en fait, ton enfant, il a besoin d'une maman qui aille bien. Donc, c'est quoi aller bien pour toi, de quoi tu as besoin. Et ton enfant, il n'a pas besoin que tu passes 12 heures par jour avec lui, en fait. Il a surtout besoin que le temps que tu passes avec lui, tu es vraiment présente. Et ça, j'arrivais pas à être présente avec lui parce qu'on me demandait trop de temps. Et en fait, aujourd'hui, bah, je me rends compte, oui, le temps que je passe avec lui, en fait, enfin, moi, c'est mis dans mon agenda. Je passe en mode maman. Là, je suis dans mon rôle maman. Donc, je pose mon téléphone. En tout cas, j'essaye de poser mon téléphone, d'être vraiment avec lui, de jouer, de faire des choses vraiment avec lui. Et au début, franchement, c'était tout petit. Enfin, j'étais tellement à bout qu'au début, je me disais, pose-le 5 minutes. Passe vraiment 5 minutes en présence avec lui par jour. Au début, c'est commencé par ça parce que j'arrivais pas à plus. Franchement, j'arrivais pas à plus. J'avais l'impression qu'on m'avait tellement happé, tellement mon temps, mon énergie drainé avant qu'en fait, j'avais pas plus que ça. Je me sentais tellement drainée que j'avais pas plus que ça, tu vois, à offrir. Et maintenant, voilà, c'est beaucoup plus. Euh, donc, il y avait vraiment. euh, En fait, je crois que mon rôle de maman, ce dont j'ai compris aussi, c'est qu'il prenait toute la place. Et moi, ça m'oppressait complètement. C'est-à-dire qu'il y avait plus de place pour mes autres rôles, il y avait plus de place pour l'entrepreneur, il y avait plus de place pour juste moi avec moi, pour la femme dans son couple, pour l'ami. En fait, juste la maman prenait toute la place, débordait, débarquait quand on ne m'avait pas invité. Et c'est ça qui m'oppressait complètement et qui me stressait en fait de me dire mais je suis complètement envahie par ce rôle et c'est horrible, j'ai perdu la main en fait sur ma vie. C'était vraiment le sentiment que j'avais. Et en fait de refaire de la place à d'autres choses. Donc, et ça a été très symbolique. Par exemple, ça a été de me dire mais en fait je bosse plus depuis ma chambre. Maintenant j'ai un bureau pour bosser chez moi, donc de l'espace physique, de l'espace temporel dans mon agenda où c'est délimité. Et où, oui, il y a quelques cas, bon, bah, ok, quand mon fils il est malade, évidemment, qui vient à la maison, etc. Mais c'est hyper. Enfin, aussi dans mon couple, je suis pas la variable d'ajustement parce que je suis entrepreneur. C'est-à-dire que mon mari prend aussi sa part. Quand notre fils est malade, on se pose vraiment la question, tu vois, ok, où est-ce que tu peux, où est-ce que je peux? Et vraiment, on s'arrange. Je sais pas, bah, puisque toi, tu es entrepreneur, tu es plus facile. Et débrouille-toi. Donc, il y a vraiment aussi ce côté-là de dire, bah, euh, ok, on fait peut-être pas le même boulot ou autre, mais chacun prend sa part. On est tous les deux parents. De soutenir, vraiment d'être une team aussi. Parce qu'au bout d'un moment, je sais au plus fort de la dépression et d'être fatigué, on en vient à un moment où on compte les points. Enfin, moi, à un moment, Oui, ah oui, 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 oui. je me suis vraiment dit, franchement, et si je divorçais? Parce que et j'aime mon mari, hein, je me suis dit, si je divorçais, je pourrais Oui, avoir la garde que à moitié, ça me reposerait. Et en même mais temps, oui. en fait, en faisant le calcul, je me suis dit, non, ça va pas me reposer parce qu'en fait, la semaine toute seule va être. Enfin, en fait, le bilan sera plus fatigant, donc non, mauvais calcul. Mais en fait, on en vient à penser Mais à oui, des oui. trucs tellement on est épuisé de se dire comment est-ce que je pourrais juste me faire de la place, de l'air, et c'était pas la bonne solution, mais en fait on en vient à penser ça. Donc il y avait, ouais, me faire de la place, et il y a eu vraiment aussi, ok, repars de zéro, observe-toi, et en gros regarde, c'est quoi les trucs que tu aimes bien faire comme activité avec ton fils, et pas genre je dois aimer, je sais pas quoi, changer une couche, c'est pas changer une couche ou autre. Et donc en fait je suis vraiment repartie de zéro. Donc il y avait vraiment des choses où j'avais déjà trouvé des petits trucs. Bon, quand il était nourrisson, par exemple, moi je suis très sensible, donc par exemple les odeurs me dérangeaient. Donc ma meilleure amie, ça la faisait rire parce que moi j'ai toujours un pince-nez à côté. Donc moi j'étais là, mais moi je m'en fous que ça sente mauvais. Et je rigolais, du coup j'étais là, si c'est un mauvais, mais je parce que, enfin, parce que en fait, voilà, j'avais trouvé
des parades aussi et j'assumais. Et je dis, bah, oui, bah, ok, j'assume aussi certaines choses par rapport à ça. Et au final, les choses que les gens pourraient penser que ça dérange, par exemple, les gens qui n'ont pas d'enfants, ils disent, ah, changer les couches. Je dis, mais en fait, changer les couches, bon, bah, en fait, une fois que tu as trouvé la parade et que tu mets un pince-nez, bon, bah, ça passe. Ce qui est très dur, c'est de ne pas dormir, d'avoir cette fatigue, ce sommeil, d'être hyper nerveux, etc. Euh, et en plus, la fatigue, enfin, ça se voit, mais ça se voit pas vraiment. Ça influe plein de choses, ça influe les émotions. Alors, quand on est hypersensible aussi, bah, du coup, moi, ça a influé toutes ces émotions, cette colère, cette tristesse, ça brassait aussi. Puis c'était dur de me maintenir un peu à flot. Et, Euh, et dans l'article, tu parlais de contagion émotionnelle avec ton fils. ouais, Bon, bah, concrètement, ça se passait comment? Justement, quand là, tu étais saturé, bah, oui, déjà en manque de sommeil, donc saturé émotionnellement, et qu'en plus, tu as cette intensité-là dans laquelle je me reconnais aussi beaucoup, une intensité émotionnelle. Tu peux nous en parler, ça, la contagion émotionnelle? ouais. Comment ça se passe concrètement dans la relation avec l'enfant? Bah, en fait, c'est comme s'il y avait un cordon ombilical émotionnel qui, lui, n'avait pas été coupé, tu vois. Et Ouais. donc, du coup, alors, et moins ça maintenant, parce que je pense qu'on grandit. Et puis moi, j'ai appris aussi à distinguer mes propres émotions des siennes, etc. Et ça, clairement, avant qu'il arrive, c'est pas du tout un travail que j'avais fait. Et maintenant, voilà, je maîtrise beaucoup plus mes émotions. Non pas que je les gère et que je les refoule, hein. Vraiment, je les maîtrise, je sais ce qui m'appartient pas, ce que ça veut dire. Et j'ai plus peur d'aller les regarder en face, les traverser, pour voir ce qu'elles ont à me dire et plus me vautrer, on va dire, dans mes émotions négatives en me disant ah, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive. Non, non, j'arrive vraiment à avancer là-dessus et à les transmuter, on va dire, de plus en plus rapidement et de plus en plus facilement, même si elles sont intenses. Elles me font beaucoup moins peur qu'avant. Je me dis, bah, la tempête émotionnelle arrive au secours, je me cache dans mon bunker et je ressors plus jamais. Donc, du coup, il n'y a plus ça. Et pour répondre à ta question, du coup, oui, il y a vraiment cet aspect contagion émotionnelle qui fait que, par exemple, quand il était tout petit, s'il se mettait à pleurer, enfin, je ressentais mais une souffrance énorme à l'intérieur de moi. Enfin, c'était vraiment impossible pour moi de le laisser pleurer. Tu vois, ça, c'était pas Ouais, possible. pareil. Mon mari me disait, attends 2 minutes. Je disais, ah, je peux pas, je peux pas. Non. J'avais vraiment cette Ouais, impression de mourir de l'intérieur. C'était viscéral, en fait. Je pouvais pas le laisser. J'avais l'impression que mon gamin était en train de mourir, qu'il fallait que je me précipite. pareil. Et j'entendais le point quand on me disait, mais non, mais du coup, il apprend pas, gna gna gna, être avec lui, etc. Et d'ailleurs, on a fait un coaching du sommeil au bout de 2 ans parce qu'il faisait pas ses nuits et qu'on était épuisés. En plus, on s'était expatrié aux États-Unis, on n'avait pas de relais, donc là, il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose parce que nous-mêmes, on était épuisés de ça. Et en fait, je vais trouver un coaching du sommeil. D'ailleurs, il y a le lien dans Oui, l'article s'il y a j'ai des gens qui sont vu. intéressés. Parce que, en fait, moi, enfin, j'avais lu plusieurs bouquins et en fait, il y avait des choses qui me choquaient. Alors, tu le laisses pleurer, il va bien finir par comprendre, etc. Et moi, j'étais là, non, 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 je veux pas vivre ça. Moi, je veux quelque chose qui soit vraiment respectueux, en fait, de lui, respectueux des parents, etc. Et donc, on a fini par trouver. En plus, c'était vraiment top parce qu'il y avait beaucoup d'humour et donc ça Ouais, déculpabilisait, ça faisait ça vraiment du dédramatise. bien. Exactement. Et en fait, au final, on n'a même pas eu besoin de faire les pratiques qui consistent à, en gros, être de plus en plus, s'éloigner de plus en plus, mais tout en le sécurisant, pas le laisser pleurer ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, juste le fait de bosser sur notre mindset à nous en tant que parents, bah, en fait, ça a changé la dynamique. Et en fait, il s'est mis à dormir tout seul. Et donc, du coup, on s'est dit, waouh, mais en fait, bah, ça nous a permis de prendre du recul et on s'est rendu compte, bon, en fait, il y a des trucs qu'on a fait, on ne savait pas, c'était des conneries, entre guillemets, mais qu'on ne savait pas parce que c'était le seul truc. Tu vois, par exemple, à 2 mois, il avait des colis qui hurlaient. On avait beau faire tout ce qu'il disait, mais bon, quand tu vois ton gamin qui sort de douleur, le seul truc qui marchait, c'était de lui donner notre doigt et il voulait pas la tétine. Donc, il y a un moment donné, bon, bah, quand il Bah oui. hurle, tu lui donnes ton doigt. Sauf que le truc, c'est que lui, c'était son doudou. Donc, j'ai passé des nuits à lui filer mon doigt parce qu'il voulait pas prendre son pouce, parce qu'il voulait pas prendre la tétine. Et après, et donc, au bout d'un moment, quand il a fini par nous mordre, on lui a dit non, mais ça suffit, on arrête, tant pis. Mais en fait, du coup, on a entretenu aussi des trucs, sans le savoir, en fait, des trucs bah, parce qu'on est parents débutants, qu'on ne sait pas, que qu'on nous dit tout et son contraire, et que notre enfant, des fois, il y a des trucs où c'est censé marcher sur le papier, mais avec lui, ça ne marche pas. Et puis, à un moment donné, quand on est à bout aussi, bah, Ah on ben c'est essaie normal de vouloir d'entre se guillemets, faciliter quoi. la vie aussi, quoi. Faciliter la vie et la Exactement. relation. Ouais. Non, mais ça, c'est Exactement, normal. on peut pas, en tant que parent, on peut pas tout faire. Je pense que vraiment la première année, ça a été ouais, la plus dure et après, ça ne fait que s'améliorer. Même si de toute façon, la parentalité, bah voilà, c'est tout le temps des Évolutif. challenges. C'est évolutif, il y a tout le temps des challenges, c'est dynamique, on remet tout le temps en question, en cause. Euh, Si je regarde maintenant avec du recul, je me dis, waouh, il y a eu un énorme boulot qui a été fait, à la fois du côté de mon fils, etc. Et je vois que tout le boulot que j'ai fait, bah, ça paye énormément parce que enfin, nous, on nous le dit, il est hyper épanoui. Je vois qu'il
il maîtrise ses émotions, c'est incroyable. Mon fils, il sait dans quelle zone il est. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis un peu agacée? Est-ce que je suis hors de contrôle? Enfin, les décharges émotionnelles quand il rentre à la maison de l'école, j'ai pas ça. Très rarement. Quand il le fait, c'est parce qu'il est épuisé, en fait. Mm. Et donc, c'est hyper fluide, au final, de vivre avec lui parce que je me rends compte qu'au final, tout ce qu'on a investi, tout ce qu'on a galéré, bah, au final, c'était pas pour rien. Il y a un vrai, un vrai retour sur investissement, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, on le vit, tu vois, de se dire, waouh, bah, c'est beaucoup plus serein, plus calme au quotidien. Il est hyper autonome. C'est-à-dire que à 6 ans, oui, bah, il s'habille tout seul, il va, si je suis pas dispo, il est capable d'aller se préparer son petit déj, il prend les trucs dans le frigo. Parce qu'en fait, on lui a laissé aussi cette autonomie, cette liberté et ce moyen. Et parce que nous, enfin, en parallèle, on a bossé sur nous. Plus, enfin, je pense que il y avait quand même un gros travail qui était de mon côté. Mais évidemment, quand on travaille sur soi, ça influence aussi notre partenaire. Et mon mari il me dit, bah, j'aurais pas évolué autant que j'ai évolué sur les émotions, les trucs, si toi, tu n'avais pas fait ce boulot aussi euh, de ton côté. Donc oui, il y a eu ça. Et sur le point aussi, tu disais, bah, qu'est-ce que j'ai mis en place? En gros, j'ai regardé les trucs que j'aimais bien faire avec lui et qu'est-ce que j'aimais pas. Et vraiment, je me suis autorisée sans jugement. Et donc de voir bah, en fait que ce que moi j'aimais bien et qui est en lien aussi avec le mode de fonctionnement, ce que j'adore, c'est de lire des livres parce que j'adore lire. J'adore bah, par exemple, préparer des petites choses, ce genre, des surprises, des événements, pour être moi à mon rythme aussi. Parce que c'est très dur pour moi de descendre à un rythme qui ne me correspond pas. Par exemple, on lui apprend à lire, donc il est à une école américaine, donc il apprend à lire en anglais, mais on lui apprend aussi en français. Et c'est pas moi qui le fais, c'est mon mari, parce qu'en fait, je lis avec une telle vitesse que pour moi, c'est pas possible. En fait, j'arrive pas à descendre à son niveau. Et du coup, je vais être trop impatiente, tu vois. Et je suis pas du tout une bonne pédagogue pour ça, parce que je suis rendue beaucoup trop loin par rapport à là où lui, il en est. Et des fois, c'est ça ma frustration, c'est que j'ai envie de connecter, mais je vois bien qu'on ne fonctionne pas à la même vitesse. Et moi, ça me demande de tellement rétrograder que ça en devient presque un ennui abyssal pour moi. Et donc, c'est aussi identifier, OK, où est-ce que j'ai pas trop besoin de rétrograder et où nous, on peut s'amuser. Donc, bah, ça va être par exemple, je l'emmène au parc, mais donc, je garde quand même un œil sur lui, mais j'écoute un podcast et il le sait. Comme ça, du coup, je suis nourrie à la fois intellectuellement, mais voilà, je le regarde aussi. Ça va être, bah, par exemple, ce que j'adore, enfin, moi j'adore les discussions profondes sur les questions existentielles, et je sais que ça peut faire flipper certains parents de dire qu'est-ce qu'il va me demander. Moi, j'ai aucun problème à lui répondre et ça me fait kiffer. Donc, ce genre de petites conversations un peu confidentielles, bah, je suis un peu le parent dédié, tu vois, pour ça, parce que bah, j'aime bien en fait. Enfin, moi, ça me dérange pas du tout qu'il me pose ce genre de questions qui pourrait déranger certains, de me dire ah, donc grand-mamie du coup elle est morte et elle est où au ciel et comment ça se passe? Ah, et la plupart des gens ils se disent ah, on parle pas de ça et moi j'ai pas de problème avec ça parce que je trouve ça intéressant et du coup c'est aussi ça qui fait enfin, l'équilibre tu vois en tant que parent c'est aussi bah, c'est une force parce qu'on va pouvoir les amener dans des domaines qui nous intéressent ou quoi que ce soit même si c'est atypique pour d'autres au final eux ça leur permet aussi bah, en fait ils n'ont pas de jugement c'est ça qui est génial c'est Oui, qu'ils c'est ont ça. ils n'ont pas de jugement vis-à-vis de nous et quelle que soit la manière dont on est, en fait, eux, ils sont juste contents, ils ont juste envie de connecter avec nous d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, c'est aussi s'autoriser à se dire, bah, OK, comment moi j'aime être, comment j'aime connecter avec les autres et comment je peux le faire, en fait, avec, ouais, Et, avec lui. et puis surtout que, enfin, dans la relation, moi, ce qui me passionne, c'est que c'est vraiment un réel miroir et que, euh, enfin, tu vois, ce genre de conversation, bah, si lui là, c'est aussi parce que voilà, enfin, il sent que c'est possible, et puis parce qu'aussi c'est ton et votre enfant, et que moi j'ai cette croyance que les enfants nous choisissent, l'âme de nos enfants choisit l'âme des parents, et quand je vois tout le parcours que j'ai fait avec notre fils aussi, et que mon conjoint fait, mais moi d'où je pars et là où est-ce que j'arrive aujourd'hui et comment je suis, mais c'est toutes les clés qui me manquent depuis que je suis enfant en fait. La relation avec mon fils m'apporte les clés que finalement mes propres parents n'ont pas su m'apporter. Mais que peut-être que moi par contre je leur ai apporté certaines clés en étant qui je suis. Enfin, c'est merveilleux et moi ça me passionne. Et puis justement quand on les voit, alors c'est vrai que comment dire, après ils s'adaptent ou ils s'adaptent pas. Surtout quand on est dans cette conscience-là, c'est-à-dire que oui, ben, on leur demande des choses, mais après on est aussi, je pense, dans cette conscience de dire bon, si là il n'y arrive pas, bon bah je vais lâcher et puis on va observer comment lui se développe. Mais par exemple, un exemple concret, moi je sais que Gauvin, il a parlé très rapidement, de manière très audible, enfin de manière intelligible, parce que
Et je pense et je vois par rapport à sa petite cousine qui est encore un petit peu dans le yaourt, elle a 4 ans et c'est pas encore bien audible, on comprend pas forcément bien et cetera et je j'observais ma sœur et je voyais que, bah, c'est elle qui tendait l'oreille, c'est elle qui fait l'effort de comprendre, tu vois, sa fille et moi je l'observais et je sentais que ça me tendait, tu vois, quand la petite elle commence à parler puis qu'elle tourne la tête ou qu'elle diminue, tu vois, le volume. Et je sentais des réactions en moi, c'est de et je me dis: «Mais oui, en fait, je pense que si notre fils, il parle, c'est parce que moi aussi je lui demandais, j'avais ce besoin et cette attente et cette nécessité de comprendre ce qu'il voulait». Ça a été mon truc et c'est vrai que, tu vois, quand tu disais: «Mais oui, mais on te parlait de des enfants qui vocalisent déjà» et que toi, tu te dis: «Bah non, mais moi, c'est un nourrisson, donc comment on fait s'il parle pas?» J'ai aimé ça très vite, effectivement, le fait de pouvoir le comprendre. Donc moi, je lui avais appris quelques mots en langue des signes parce que je Ouais, m'étais formée à la pareil. langue des signes quand j'étais plus jeune, puisque je voulais devenir enseignante pour les malentendants. Et assez de manière très basique et une fois de plus, c'était pas pour se la péter. Tu vois? C'était pas pour dire: «Regardez, mon fils, à 1 an même pas, f parle langage». J'en avais rien à faire. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir comprendre ses besoins et que lui, en tout cas, ait cette possibilité de s'exprimer, de communiquer pour que moi, je puisse recevoir le mieux possible et de comprendre. Et il y a jamais eu de crise, il y a beaucoup plus de frustration aujourd'hui, qu'il a 7 ans, que quand il était petit et qu'il verbalisait pas encore, tu vois? Et c'est vrai que je me rends compte que, bah, sans doute que, bah, voilà, lui, en tout cas, il était OK pour peut-être verbaliser assez rapidement, de manière, voilà, claire, et puis on voit bien. Bon, après, c'est aussi un petit garçon qui adore être en lien et qui a besoin et qui parle beaucoup, mais qui aussi pose beaucoup de questions et cetera. Et c'est là où effectivement on se dit: «Bon, bah, on a les enfants qu'on manifeste et dont on a aussi besoin finalement sans le savoir et hem et c'est intéressant de voir, voilà, avec les autres enfants parce que, bah, finalement, oui, c'est vraiment mon cadre à moi, ma référence parce que quand je vois, par exemple, bah, ma sœur qui non, elle est pas du tout dans cette demande et dans cette attente et voilà, pour elle, c'est pas c'est ça ne la déclenche pas si elle ne comprend pas sa fille. Alors que moi, ça me déclenchait, en tout cas, émotionnellement et puis, tu vois, j'étais déjà en hypervigilance mais de me dire: «Mais bon sang» et pourquoi? Parce que moi-même après quand j'ai travaillé sur moi et que j'ai pris du recul, je me disais: «Bah oui, mais moi j'ai pas été enfin je ne me suis pas sentie entendue», tu vois? Dans qui j'étais, mes demandes, mes besoins et aujourd'hui, en tout cas nous, on a un petit garçon qui alors lui, il a pas de problème, il va te balancer ses besoins, ses envies et il va même revenir et revenir si tu vois? Si c'est pas, encore, voilà, exaucé. Donc c'est pour ça que c'est merveilleux quoi, la relation à l'enfant et que plus on va être finalement dans cette conscience de qui on est et donc avec notre cadre à nous, ça veut pas dire que c'est le meilleur. Non, c'est juste que, bah, on trouve la meilleure façon pour soi, pour son enfant, d'être en lien, d'être dans le soutien, dans le respect, la liberté et après, ben, les enfants, ils choisiront aussi leur cadre à eux, hem, qui correspond et je sais que notre fils, il sait qu'avec moi, c'est à des moments peut-être plus en introverti, c'est-à-dire on va se poser, on va faire une cérémonie cacao parce que voilà, j'adore ça. On va peut-être tirer des cartes, on va dessiner, on va être dans la créativité et cetera et donc dans l'exploration de son monde intérieur. On est beaucoup aussi donc dans la communication et dans le détail même, voilà, effectivement de la nuance de tel truc et avec son père et ben ça va être dehors, du jardinage, des bricoler, aller faire du VTT, être beaucoup plus en mouvement et puis avec des sujets complètement différents et ça, c'est génial, en fait. C'est génial pour un enfant parce que, ben, nous, ça nous permet aussi de dire: «OK, maintenant quand il est plutôt branché aviation, hélicoptère, VTT, et cetera, bon, bah, moi, je prends du temps pour moi» et on le nourrit comme ça à 2 et au moins on n'est pas dans ce truc de dire: «Mince, je suis pas performante» ou «Je suis pas» non, il y a pas de ça, tu vois? Et ça, c'est vrai que c'est tellement apaisant finalement, de se permettre d'oser et de s'autoriser à se dire: «Attends, mais finalement qui je suis? De quoi j'ai besoin, moi, dans un premier temps et ensuite comment je peux répondre, à mon fils ou à ma fille, enfin mes enfants, en fonction de qui ils sont». Moi, ça c'est quelque chose en tout cas qui me passionne, puis de les voir comme ça, grandir et justement être en plein développement de qui ils sont et nous de pouvoir observer ça, c'est ah ouais, c'est génial parce que moi, il y a eu des moments où je pouvais pas observer, enfin, j'observais mais ça me déclenchait, voilà, plein de trucs, des peurs, des blessures, et nous, ça nous met tellement
comment dire, on n'est pas bien quand on se sent déséquilibré et on a envie d'être cette maman quand même ancrée, stable. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, mais stable dans le sens où, bah oui, voilà, je gère mon intensité. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut réinvestir dans la relation. Moi, les émotions, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, beaucoup avec mon fils qui est hypersensible. Et c'est grâce vraiment à lui, c'est grâce à lui, à ses retours, à son feedback, tu vois, d'enfant, parce qu'il y a la place aussi pour ça que, oh, ah oui, c'est vrai que, punaise, je peux aussi être violente émotionnellement. J'ai toujours fait très attention à pas être violente physiquement, parce que ça, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur, à pas être violente psychologiquement, dans le sens où de le tordre lui pour l'emmener là où moi je veux aller, ça, c'est hors de question. Mais je ne m'étais pas rendu compte de ça, tu vois, de la violence émotionnelle par rapport au fait que, ben, boum, ça prévient pas, ça sort. Et comme tu dis, après, ben, moi-même, je suis prise dans la tempête, quoi. Mm. Et il y a un point qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, euh, qui est vraiment cette valeur de liberté. Moi, pour moi, c'est vraiment une valeur qui est fondamentale. Et c'est pas évident, justement, dans cette relation, parce que c'est pas une relation d'adulte à adulte, il y a une part de responsabilité. Et moi, pour moi, justement, cette liberté, pour moi, elle est tellement importante, c'est une de mes valeurs fondamentales, que c'était comment est-ce que je fais pour respecter cette valeur et en même temps être présente pour mon enfant en tant que parent. Comment je crée un rôle de mère? Parce qu'en fait, c'est un nouveau rôle qui s'ajoute dans tout ce qu'on a et c'est ça qui vient tout discuter nos identités, notre identité. En plus, il arrive et puis il ne vient pas prendre une petite place, il arrive, il prend toute la place, quoi. Donc, c'est ça aussi qui chamboule. Et bah, c'est ouais, quel rôle je construis, quel rôle je coupe pour moi pour qu'il me corresponde et que je rentre dedans et que je me sente à l'aise. Et il y avait vraiment cette question, ok, comment est-ce que... Enfin, du coup, pour moi, c'était important, en effet, cette autonomie pour lui, de lui donner un maximum d'autonomie par rapport à là où il en est rendu aussi dans son développement. Mais comme tu disais, bah, le langage des signes, moi, il a parlé assez vite aussi, et pareil, beaucoup de mots assez intelligibles. Et du coup, bah, ça permettait vraiment de communiquer. Et ça, j'en avais besoin pour savoir, bon, ok, c'est quoi? Parce que, enfin, quel que soit, enfin, qu'on soit concerné ou pas par une neuroatypie, en fait, le point clé pour un enfant et pour l'élever, c'est OK, être à l'écoute de ses besoins et respecter ses besoins. C'est, Ça, voilà, c'est pour tout le monde. c'est la Et base. après, l'ampleur des besoins, voilà, là où ça se confrontait, c'est que mes besoins venaient en front avec ses besoins. Et que là, du coup, j'étais là, ah, bah, on choisit qui pour les besoins, parce que du coup, c'était pas toujours compatible. Quand moi, j'avais besoin de calme et que lui, il avait besoin de hurler ou ce genre de choses, voilà, il y avait des choses des fois où c'était c'est là où ça se confrontait, en fait, où j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais certains besoins dont j'avais pas conscience, qui étaient vraiment énormes, qui est lié à mon mode de fonctionnement et qui n'étaient pas très compatibles avec le fait d'avoir un nourrisson. Et je pense que ça explique aussi peut-être, enfin, il y a des stats qui montrent que les femmes THP ont moins d'enfants, enfin, que plus le QI augmente, moins t'as d'enfants. Alors, je pense qu'il y a différents facteurs. Il n'y a pas que ça, mais notamment, il y a ce facteur de... euh, bah, enfin, je me sens pas en responsabilité. Enfin, c'est trop énorme, en fait. Je ne vais pas pouvoir prendre tout ça en compte. Euh, et... Attends, je suis en train de m'égarer. Ouais, par rapport à la liberté, je pense que ça, ouais, ça a été un des trucs qui m'a le plus touchée dans ce rôle parce que, en fait, moi, ce qui m'a paru, ça va peut-être paraître un peu radical, hein, comment je vais le dire, mais c'est pour marquer aussi et comprendre un peu, tu vois, la manière dont je l'ai vu. Et je pense que c'est lié à mon mode de fonctionnement. Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un espèce d'énorme déni collectif, que la plupart des mères, en fait, elles sont complètement éteintes par ce rôle. Tu vois, elles fonctionnent en mode pilote automatique, elles se comparent en elles, c'est à qui fera les meilleurs petits pots maison, je ne sais quoi, tu vois, alors que, enfin, en soi, on devrait plutôt se soutenir, etc. Euh, à qui paraîtra le mieux, à qui aura perdu ses kilos de grossesse le plus rapidement, enfin, tu vois, et donc du coup, il y avait ce truc-là où tu te dis, mais du coup, tu vis pas vraiment pour toi, tu vis complètement pour les autres, en fait, tu vis pas ta vie, en fait, tu vis en pion selon les attentes des autres et tu t'éteins. Et moi, ça, c'était pas possible. Enfin, en fait, j'ai essayé, hein, et je me suis complètement crachée et éteinte. Et ça a été vraiment de me dire, mais ok, en fait, quel quelle dimension tu as envie de donner à ta vie? Ok, le rôle de mère, il est là. Tu peux pas démissionner. C'est le seul boulot. Tu ne peux pas dire finalement, non, période d'essai m'a pas plu. Je démissionne pas. Non, Ouais, voilà, je veux t'es pas ce engagé boulot maintenant. finalement. Exactement, t'es engagé, tu vas. Donc en fait, la seule solution que tu as, c'est tu peux pas reculer, tu peux pas faire marche arrière, tu peux pas annuler, tu peux pas démissionner. Donc la seule solution, c'est ok, comment tu pars de ce que tu as, comment tu améliores le truc.
et comment tu rends les choses qui te correspondent, voire même qui te font juste kiffer en fait, parce que c'est ça aussi l'idée. Et je pense que je suis partie de très bas et vraiment j'ai construit les choses au fur et à mesure, je les ai reconstruites au fur et à mesure. C'est ça, et puis Et comment tu redonnes de la vie, finalement, de la vie à ta propre vie, et puis, tu vois, de la joie, mm, tu vois, ouais, parce que finalement, c'est ça, c'est comment être plus vivante qu'avant, avec cette vie dans notre vie, ouais, et à notre façon, quoi. Et parce que, oui, mais de toute façon, enfin, moi, ça a été ça. Moi, c'est vrai que j'ai pas voulu lire. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai fait mes études en sciences humaines et sociales et j'ai étudié tellement de choses, l'éducation, la psychologie, etc., que je ne ressentais pas le besoin, j'en sais rien. Mais moi, je sais que je voulais pas, parce que je voulais pas me conformer. Déjà, j'avais ce truc un peu rebelle, en mais je veux pas savoir. Alors peut-être parce que j'avais les fondements aussi et que j'étais un peu rassurée, je connaissais les étapes de développement. Par contre, voilà, pour les choses, oui, on va dire, qui concernaient peut-être, voilà, le cerveau, le corps humain, la biologie, oui, ça j'ai lu parce que ça, c'est pas du tout mon domaine. Mais tu vois, dans le reste, accompagner l'être humain en devenir, tu vois, le côté, plus bah, ça, je voulais rien savoir. Je voulais vraiment rester, focus et par contre de comprendre moi, oui. Comprendre pourquoi je souffrais, pourquoi devenir maman, c'était pas, ça effaçait pas tout, pourquoi, voilà, ça, c'était beaucoup de questions. Mais on revient sur l'être, sur qui on est et sur les questions existentielles. Moi, ça a vraiment fait émerger beaucoup de questions, ouais, existentielles. Mais c'est vrai que, mais enfin, tu vois, il y a un truc, c'est rigolo, mais quand j'étais enceinte et que je regardais les magazines parce que du coup, je crois que c'était mes parents qui m'avaient abonnée ou c'est moi, je sais plus, enfin à Parents Magazine, là, je regardais. Quand je voyais toutes les affaires de puériculture, les biberons comme ci, comme ça, mais j'avais envie de vomir et j'avais pas de nausées, hein, c'était pas dû aux nausées de grossesse et tout le long de ma grossesse, ça me donnait envie de vomir. Mon corps, en fait, réagissait. Je dis: «Mais c'est bizarre» ou même les jouets. C'est comme si ça, mon corps, il voulait pas et par contre, quand je lisais, des choses, par exemple, j'ai découvert le livre Les 9 marches et tu dis: «Oh, donc ce côté spirituel et tout», alors là, oui, alors ça me nourrissait. Mais c'est marrant parce que même mon corps, il réagissait à des choses comme ça. La poussette, mais je ne supportais pas, d'avoir une poussette. Physiquement, c'était impossible. Non, mais et je me disais: «Mais Laurie, mais tu pas normale, tu bizarre, tout le monde, tu maman, t'as une poussette» et moi: «Non!» Donc j'ai fait beaucoup de portage, tu vois? Et ça, par contre, oui, ça me plaisait. Puis ça venait aussi un petit peu réparer ce lien traumatique là de l'accouchement, traumatique pour lui et moi. Mais tu vois, c'est marrant et c'est vrai qu'on a des perceptions comme ça. Hem Et de se dire: «Bah non, c'est pas parce que je suis maman que je vais avoir une poussette» ou «C'est pas parce que je suis maman que je vais allaiter» ou «C'est pas parce que je suis maman que je vais faire du portage». Enfin, tu vois? Et ben voilà et ça, c'est tellement bon, déjà d'écouter ça et c'est aussi là où on s'offre la liberté et puis de toute façon, ça permet aussi de montrer à nos enfants que, ben oui, là, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Voilà mon champ et puis, bah, toi, c'est pour ça que toi aussi tu peux être comme ça, comme ça, comme ça et que, bon, bah, si je te demande quelque chose qui n'est pas, dans ton champ de compétences, j'ai envie de dire, bah, tu peux dire non. Tu peux dire stop ou tu peux me proposer aussi quelque chose et me parler de toi, de qui tu es et de tes besoins. Enfin, il y a tu vois, dans la communication, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais mais c'est vrai que et puis ça après, tu vois, ce que j'ai compris aussi, et puis on pourra finir tranquillement là-dessus, mais c'est qu'effectivement, toute l'image, tu vois, qu'on a de l'extérieur, tu vois, le manque de sororité, moi, au départ, c'était pareil, hein. J'ai grandi, en plus, bon, moi, j'ai subi du harcèlement, scolaire par des filles, j'ai été beaucoup d'histoires avec des filles et cetera. Bah, oui, ça nous suit et en fait, aujourd'hui, je me dis: «Mais parce que finalement, j'étais aussi dans ce jugement et dans cette fuite et dans ce rejet de moi-même, à me juger moi avec, comme tu dis, les kilos, ta tête, tes cheveux, ton truc, ton machin». Enfin, j'étais dure, mais dure. Donc finalement, bah, ça laisse un peu cette place-là et puis à partir du moment où tu commences à t'aimer dans ton intégralité, j'ai envie de dire, dans ton entièreté, bah, il y a plus de concurrence, autour. Enfin, tu vois, ça c'est, ça s'apaise. ouais, ça s'apaise et puis même après, même, avec la relation, tu vois, maternelle, avec, plein de choses, même avec du coup après dans la lignée, dans plein de trucs et c'est tellement guérisseur finalement après parce que ça te met face à tous tes manques, mais pas dans le sens: «Ah pas beau, non, tes manques ton être a besoin d'être nourri et c'est tellement évident, mais oui, après coup, mais c'est tellement évident de dire: «Mais ça se trouve pas dans les livres, il y a quelques petites choses, mais ça se trouve en moi, en fait. Ça se trouve dans là où j'ai mal, ça se trouve où là où ça me fait» comme tu disais, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mon fils, qu'est-ce que et je crois que, ben, on
on est tellement coupé en fait de cette écoute du vivant. Ça nous fait tellement peur, effectivement, parce qu'on se dit non, mais attends, mais même moi, je me jugeais, hein, pourtant, c'était pas, voilà, là, ça j'aimais pas, oh, j'étais encore en train de me juger. Non, t'aimes pas, point. Mais voilà, on est encore en train de passer par la validation et le pédiatre, est-ce qu'il va valider le lait que je donne, et nanani, nanana. Et quand on est un peu comme ça, même pas qu'un peu, mais enfin, finalement, enfin, j'utilise le terme rebelle, mais on n'est pas rebelle, on est dans nos perceptions, dans notre conception du monde, et puis dans cette vérité, en fait, tout simplement dans notre vérité, bah, c'est relou. Voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est relou de devoir avoir l'impression de se justifier, et qu'on soit mise et pourquoi, et comment. Mais mince, c'est parce que je le sens, je le sais, et je peux pas l'expliquer, mais j'ai cette intuition-là, et est-ce que vous pouvez me prendre au sérieux, s'il vous plaît? Mais Ouais, et je parce pense que que je pense que la maternité, c'est un domaine les plus normés, en fait. ah Et je pense ouais, que, et vraiment, enfin, même, c'est comme si, à partir du moment où on devient enceinte, notre enfant, notre maternité, notre ventre devient du ne nous domaine appartient public. plus. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment très paradoxal et un peu, enfin, quand on a cette valeur de liberté de se dire comment ça, je ne m'appartiens plus. En fait, Ouais. tout le monde a son mot à dire. Et en fait, je pense que quand on n'a pas appris, et moi, je pense que c'était le cas, j'avais pas appris à être pleinement moi-même, à m'assumer et à dire, bah non, allez vous faire voir, je décide de ce que je veux pour moi, même si ça vous correspond pas. Et comme tu le disais, en fait, sans jugement de dire est-ce que le portage c'est mieux, la poussette c'est mieux, enfin, à la limite, juste laissons faire les personnes comme elles le sentent. En fait, tout le monde se dit ah non, mais c'est son enfant, elle peut pas faire n'importe quoi. Mais en quoi c'est n'importe quoi? Ça se trouve, c'est le meilleur truc pour l'enfant. Et, et puis, voilà, c'est laissons les gens, les femmes expérimenter leur maternité, la manière de faire les choses aussi. Enfin, moi, je me rends compte que, bah, en fait, avec du recul, si j'avais eu le leadership que j'ai maintenant, il y a des trucs que j'aurais demandé où je me serais pas laissée, genre, enfin, j'aurais dit à chaque fois qu'on me disait, est-ce que tu vas allaiter? Je disais, non, je sais pas, pour qu'on me fiche la paix et qu'on rentre pas dans le débat. J'ai pas encore décidé, alors que je savais très bien que je voulais pas, mais que j'avais pas envie qu'on me le dise. En plus, en général, c'est des hommes qui me disaient, ah non, mais tu devrais, hein. Merci. Voilà, c'est pas leur corps. Euh, il y avait aussi tout cet aspect de ah, est-ce que tu vas mettre à la crèche? À quel âge tu reprends le boulot? Ah non, mais c'est trop tôt, c'est trop tard. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment, et tu vois, en étant mentor et accompagnante, en fait, quand tu apprends à décrypter les signes des choses qui sont malsaines dans une relation, tu te rends compte qu'en fait, quand tu es dans la maternité, ça a tout d'une relation de pervers narcissique avec l'entourage. C'est-à-dire que c'est que des doubles injonctions. Euh, il faut que tu sois hyper dispo pour ton enfant, il faut que tu te reposes, mais en même temps, enfin, et donc en fait, c'est impossible. Et quand tu as un haut niveau d'exigence et qu'en plus tu es perfectionniste, mais c'est sûr, Ah, c'est la voie royale pour le burn-out, pour le ouais. crash total, parce que, bah, en fait, et d'autant plus quand tu as été habitué à toujours tout bien faire en mode bon élève, allez, moi je vais y aller, de toute façon j'ai les ressources. Bah oui, mais en fait, elles ne sont pas limitées tes ressources. Donc en fait, il y a un moment donné, tu finis par te cracher. Et je pense que ouais, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à sortir de ça, de la norme, d'assumer. Et comme tu le disais, la sororité, je pense que ça va être de sortir de ce jugement vis-à-vis des autres parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière Ça. et de soutenir en fait. Ouais, son choix m'active. Mais en fait, je la soutiens parce que c'est son choix, elle a le courage de le faire en confiance, etc. Et je trouve ça hyper beau quand c'est sain de pas être dans ces jugements. Oh, elle a pas les couches écolo. Ou, je sais pas quoi. Mais, et alors, en fait, peut-être que, il y a d'autres choix, d'autres trucs qui font ça. Et peut-être que justement, c'est intéressant de se nourrir, en fait, bah, d'échanger. Ah, tiens, pourquoi tu as pris cette décision? C'est intéressant. En fait, de s'ouvrir vraiment aux choses sans juger. Et c'est aussi ça qui fait avancer des choses. Et comme tu disais, des fois, bah, on sort des normes parce que, enfin, tu vois, par exemple, moi, je voulais un lit Montessori au sol pour qu'il soit libre dans sa chambre. Ah oui. Et c'est pas commun. Et pourtant, je me disais, ah oui, mais c'est une évidence qu'on Mais va faire pareil, ça. pareil. Et les plupart des gens ne comprenaient pas ou, Bah oui, oui, moi, enfin, Louis disait, mais attends, mais il va sortir n'importe quand du lit, il va venir vous réveiller, Et en fait, pas du tout. Bah pas du tout, il n'est pas venu, non, il a une. Exactement. Et en fait, du coup, il y a aussi ça. C'est les gens projettent dans leur jugement leur peur. Il va sortir du lit et donc il va venir te voir, il va te déborder. Bah non, en fait, juste tu vas lui apprendre que Bah tu ton besoin de raccompagnes. dormir est C'est aussi ça. important que le sien. Et donc, du coup, en fait, tu vas créer des relations qui sont saines. Et je dis pas qu'il faut forcément alimenter souris parce qu'il y a peut-être des enfants ou des maisons pour Non, lesquelles c'est pas du tout adapté. exactement.
Mais c'est Et que là, quand tu peux le faire et qu'en plus ça te met en joie, moi je trouvais ça vraiment génial. Je me mettais un peu à sa place. Puis parce que dans le lit à Barreau, bah, il tournait tellement, il bougeait, il avait des bleus, il se cognait. Enfin, nous, ça nous faisait mal au cœur de l'entendre se cogner. Et puis en fait, non, c'était. Puis aujourd'hui, c'est tellement finalement logique maintenant qu'il a 7 ans, on le voit, ce besoin de liberté et tout ça. Ok, mais en fait, voilà, c'est. Et non, non, mais ça a été effectivement, on a été écouté, on a vu, et puis on s'est dit, tiens, on va essayer. Et puis voilà, et puis bah, et en fait, on n'a jamais été non plus dérangé. Enfin, je veux dire, c'était. Non, non, il dormait bien toute sa nuit, mais c'était génial de se dire, il peut y aller par lui-même, se lever par lui-même. Et ça nous mettait en joie, en fait. Clairement, c'était de la joie. et c'est vraiment ça. Je pense que c'est, en fait, en tant que femme, et je pense que c'est quel que soit, qu'on soit atypique, pas atypique ou pas, c'est réapprendre à valider nos propres émotions, nos propres ressentis, nos intuitions, à les écouter, à les suivre en fait, et à suivre son désir, sa joie, parce que c'est ça qui nous mène où en fait là on a vraiment besoin d'aller. Et en fait, vouloir absolument se conformer à un modèle qui ne nous correspond pas, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'il y a autant de gens qui sont en dépression, en burn-out. Parce qu'en fait, le burn-out, c'est vraiment se forcer à rentrer dans un moule et dans une case qui ne nous correspond pas, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas de sens et qu'on s'éteint. Euh, et donc, ouais, vraiment se faire confiance. Et si on sent qu'il y a un truc de, tu vois, qui est pas net ou qui ne nous parle pas, je pense, pas hésiter à trouver. Enfin, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois, c'est d'écouter des gens qui apportent d'autres perspectives, d'autres visions de la maternité. Et des fois, c'était des visions, mais totalement différentes, qui m'auraient pas correspondu, ouais. Mais en fait, juste de pouvoir ouvrir ces portes, de me dire, waouh, c'est possible, ça existe. Tu vois, par exemple, j'avais entendu, je me rappelle une fois un podcast. Où c'était une maman qui expliquait que, alors en fait, c'était un couple de deux femmes, donc il y en avait une qui avait porté à leur enfant, et c'était la deuxième qui avait allaité. Et je savais même pas que c'était possible. En fait, tu peux allaiter même si tu n'as jamais porté ton enfant. Et je me dis, waouh, il y a des trucs de dingue en fait qui sont possibles. Et donc en fait, c'est vraiment des idées, des choses, tu vois, te dire, mais en fait, il y a tellement de possibilités. Il n'y a pas que le couple hétéronormé, il n'y a pas que tous les trucs qu'on nous vend dans les magazines. En fait, il y a plein, plein d'autres choses. On peut ouvrir les possibles. Et en se renseignant, en fait, on peut trouver aussi la meilleure recette, la meilleure chose pour nous. C'est aussi s'autoriser à ça, de dire, bon, bah, ok, les gens ne vont pas comprendre, mais en fait, c'est ta vie, c'est ton rôle, c'est tes enfants. Euh, Ils ont qu'une vie, quoi. Tu vas pas le refaire après. Enfin, n'aie pas peur de te tromper aussi, d'expérimenter. De toute façon, c'est vivant et ouais, je pense que c'est vraiment ça, s'écouter. Enfin, moi, je pense que je me suis interdit de m'écouter et que clairement, j'avais perdu ce que tu disais. Je me sentais tellement pas vivante, je me sentais morte à l'intérieur, tu vois. Bah, c'est ça. Clairement. Bah oui, J'étais un zombie. il y a plus de Ouais. joie, on est à côté de nos pompes, et puis vraiment, là, pour le coup, on se demande, on se questionne sur le sens de donner Mm. vie, enfin, et ouais, ouais, non, et puis c'est ça, c'est là où on perd de l'énergie, de l'envie, de l'élan, et qu'on s'éteint complètement. Complètement. Alors que c'est tellement plus jouissif, c'est pas évident, certes, parce que des fois on doute et tout, mais c'est tellement plus jouissif de se dire, ok, là je suis en train de jouer mon jeu en fait. Je suis dans ma cour de récré avec mon enfant, et moi, j'insiste, oui, sur ce côté de conscience, c'est-à-dire, je fais les choses en conscience. Je me trompe, ok, je m'en fous, mais j'ai conscience que là, c'est pas adapté, donc bah, je vais peut-être me questionner sur faire autrement. Enfin, moi, c'est vrai que la maman parfaite, c'est pas vraiment ce qui m'a attirée. En tout cas, moi, quand je suis devenue maman, c'était vraiment être la maman, je pense, adaptée. Tu vois, c'était plutôt ce sens-là de dire être à l'écoute, et d'essayer en tout cas le plus possible d'être à l'écoute de ce qui se passe en face et de voir dans quelle mesure moi je peux y répondre. Et puis moi j'étais emmerdée, bon voilà, avec toutes ces blessures là et cette enfance et tout ça. Donc j'étais bien occupée, mais voilà, de se dire, ben, ça a du sens. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à sortir de la dépression postpartum, c'est que je me dis, il y a forcément quelque chose à comprendre, il y a quelque chose derrière, ça va m'apporter, ça va m'ouvrir une porte. J'ai toujours eu cette conviction-là. Et finalement, ouais, alors des fois, ça dure longtemps avant de trouver la clé, mais quand c'est là, oh, ça fait tellement du bien. Et effectivement, après, quand on entend d'autres histoires, d'autres visions, parce que j'étais très cartésienne, j'étais très dans le mental aussi, hein, moi, quand je suis rentrée dans la maternité, et ben, ça faisait du bien parce que je me dis, s'il y en a. Alors, des fois, j'étais très critique, hein, mais je me dis, bah attends, si ça existe, si la personne elle en parle, bon, bah c'est que peut-être que finalement, je peux, moi, m'autoriser à faire un petit pas de côté. Et puis après, j'ai dit, ah, mais oui, mais ce petit pas de côté, ça me correspond plus finalement. Donc voilà, et après, de poser un autre regard, enfin, je sais pas, moi, pour moi, et c'est là où ça devient un jeu et que c'est beau de voir aussi, voilà, la vie grandir à travers nos enfants et nous.
Et comme tu disais tout à l'heure, bah, en fait, le parcours qu'on fait, mais jamais on serait passé par ce parcours-là si on n'avait pas été maman. Et en tout cas, avec cette difficulté maternelle-là, ou ces difficultés maternelles que tu as traversées aussi. Et finalement, de bah, se dire, oui, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Oui, ça aurait été peut-être mieux qu'il n'y ait pas tout ça, mais est-ce que vraiment je serais la personne que je suis aujourd'hui sans ça? Pas forcément. Est-ce que ça pourrait ça c'est grâce à ça que ça remet du piment aussi? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, souvent on parle de gratitude. Au début, moi, j'avais un petit peu de mal, mais aujourd'hui, j'arrive vraiment à être dans cette gratitude infinie pour cette, dépression postpartum et même pour toute la vie que j'ai vécue parce que, bah, je me suis retrouvée, voilà. Je me suis retrouvée moi avec moi-même et j'ai réussi à passer les étapes que je voulais passer et c'est en ça, sans oublier que à quel point, oui, ça a été dur. Voilà, donc c'est pas renier ou nier, ce qui s'est passé, mais c'est de s'appuyer dessus et de se dire: «Même si c'est là, aujourd'hui j'en suis là» et ça c'est trop bien, c'est tout bénef. Ouais. Enfin, en fait, je me dis que de toute façon, ça aurait fini par... Enfin, que c'était une maison sur pilotis que j'avais construit, mais dans un des sables mouvants. Elle aurait fini par s'écrouler à un moment donné. Le poids de la maternité a fait qu'elle s'est écroulée à ce moment-là. Euh, Sûrement que ça aurait été mieux si j'avais commencé à la consolider ou à la construire ailleurs avant et à me préoccuper avant de tout ça, mais j'avais pas conscience de Bah tout ce non. qui se jouait. Et aujourd'hui, bah non, j'ai pas essayé de reconstruire une maison sur des pilotis dans des sables mouvants, quoi. Je l'ai reconstruite, tu vois, bah, un endroit qui est un peu plus solide, qui me correspond mieux. Et au final, tous les enseignements, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris, euh, bah maintenant, c'est, comme tu dis, c'est des fondations, en fait. Et je me rends compte, et c'est top cette interview aujourd'hui parce que ça permet d'avoir ce regard, tu vois, sur le passé et de se dire, waouh, mais en fait, c'est grâce à cette capacité à être sortie du perfectionnisme, du mode bon élève, de vouloir éviter, parce que le perfectionnisme, c'est pour éviter les jugements des autres. Oui, Donc, oui, de me bah dire, oui. mais je m'en fous des critiques, en fait, d'arriver à les faire glisser sur soi et d'avoir plus de leadership. Bah, le fait de voir tout ce que ça m'a déjà apporté, ça donne encore plus envie de me dire, mais vas-y, va encore plus loin, Continue, continue, ouais, c'est ça. one step further, parce que tu vois, c'est grâce à ça que tu vas aller encore Ouais. plus loin. Affirme-toi encore plus dans ta vérité, dans ton authenticité, qui tu es. Enfin, il y aura toujours des gens qui... En fait, le truc est... Il y aura toujours des gens qui te ressembleront et qui te suivront. Mais le truc le plus dur, c'est de faire le premier pas parce que, en fait, des fois, tu as l'impression que tu vas être tout seul, alors qu'en fait, non. C'est juste que c'est une fois que tu auras fait ce pas-là et que tu auras assumé cette nouvelle identité que tu vas trouver d'autres gens en chemin, mais tu les trouves pas forcément tout de suite sur le moment. Non. Et c'est ça qui, des fois, est de se dire, ah, mais je suis toute seule, je m'écarte. Non, non, hein, tu vas trouver d'autres gens. C'est juste le temps de changer, en fait, ta norme et là où tu joues, en fait, dans ta cour de jeu. Ouais, c'est le saut de la foi en fait, le saut de la foi Ouais, pour soi et finalement on peut peut-être conclure comme ça, donc être soi-même et s'assumer soi dans la relation à l'enfant, c'est le saut de la foi aussi, c'est se dire: «Bah, je lui offre ce modèle de maternité, ce modèle de maman avec et ben, toutes les spécificités aussi que toi tu peux avoir avec, ton THPI ou simplement HPI ou simplement hypersensibilité ou TDAH, peu importe avec nos spécificités, bah, c'est le saut de la foi de se dire: «Bah, je m'écoute, je reviens à moi». Mais généralement, enfin, en tout cas, vraiment, moi, c'est quelque chose que je peux là affirmer, confirmer, quand on s'écoute, on s'en sort. Je veux dire, moi, je m'en suis sortie comme ça, en fait, en m'écoutant, et en écoutant ce qui se passe dans la relation, même si c'est difficile. Donc, ça paraît facile à dire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment, la solution, elle est là et tu as raison. Et finalement, c'est bah, est-ce que ça va être bénéfique pour mon enfant? Est-ce que bah, il faut le faire, en fait. Et tant que, comme tu disais tout à l'heure, tant que tu ne tentes pas l'expérience, tu peux pas savoir. Mais on est tellement, il y a beaucoup de mamans, en tout cas les mamans qui nous suivent, qui me suivent aussi moi dans ce chemin-là, dans cette vision-là. On est intuitive, on sent les choses aussi au-delà de ce qu'on pourrait raisonner. Donc voilà, c'est que si l'intuition est là, bah, on peut la suivre sans problème. Mais c'est le saut de la foi, ouais, c'est vraiment ça. c'est le saut de la foi. Et tu vois, peut-être juste, un des trucs qui m'a bloquée, c'est que j'ai toujours été intuitive, mais cette part Oui, de moi, je la cachais. Tu vois, oui. j'étais plus dans le côté, ok, très Mm. mental, machin. Même si j'avais la partie intuitive, mais cachée, juste pour moi. Et en fait, parce que j'avais bien compris que cette partie intuitive, elle dérangeait, que Ouais. c'était vraiment cette partie-là qui t'étonne, qui dérange, etc. Et du coup, là, ça m'a demandé d'aller la rechercher. Mm. Et en fait, ce qui n'était pas évident pour trouver ma place, c'est que souvent, les personnes très intuitives, elles étaient très dans des pratiques plus allaitement, codolo, etc. Et moi, ça ne me correspondait pas du tout.
Et donc, du coup, j'ai renié cette partie-là. C'est très bizarre, c'est-à-dire que je l'écoutais, mais en même temps, je la reniais parce que moi, ce qui me venait par intuition, c'était des trucs hyper, en plus, tu vois, genre, enfin, moi, des fois, je disais, ah, je rêvé d'être un papa des années 70, tu vas au boulot. Enfin, je caricature parce qu'évidemment, j'aurais pas souhaité ça pour mon conjoint, tu vois, mais j'avais besoin de me dire, ah, moi, je rêve de pouvoir aller au boulot, bosser tranquillement, que je rentre. Les gamins sont prêts, tu vois. C'était un peu une caricature en rigolant. Bien sûr que non, c'était pas ce que je voulais. Mais évidemment, en tant que femme, si tu dis ça, si tu dis ça à quelqu'un qui est moi je vais accoucher sans péridurale, j'ai que le kotzo, etc., tu passes vraiment pour la méchante de l'histoire. Et donc, je trouvais vraiment pas ma place là-dedans parce que auprès des gens cartésiens, bah, je l'ai trouvé trop cartésien et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de liberté. Auprès Mm. des gens qui étaient plus intuitifs, j'avais l'impression d'être jugée parce que des fois, j'avais des idées. Et à l'époque, j'avais pas conscience non plus que. Enfin, j'ai aussi un TDAH et de l'autisme. Pour moi, ça fait partie vraiment du THPI. Mais du coup, quand tu es autiste, il y a aussi des trucs où bah, il y a ce rapport aussi au fait d'avoir l'impression de l'intrusion, ce besoin d'être seule, etc., qui est très fort, qui jouait. Et donc, du coup, j'avais vraiment l'impression que moi, j'avais pas la même partition que les autres. Et tu vois, et de me dire, mais du coup, est-ce qu'il y a des gens comme moi, genre, qui ont ce genre d'idées, ou est-ce que, genre, je suis complètement, genre, tellement atypique? Et en fait, bah maintenant, je sais que c'était lié enfin, à tout ça. Évidemment, en fait, ça touche tout le domaine de ta vie. Quand tu as une neuroatypie, c'est pas que l'intellectualité. Enfin, il n'a rien à faire là, hein. On est d'accord que le terme est très mal choisi, mais bon, il faut bien un terme pour comprendre de quoi on parle. Mais, euh, mais en effet, en fait, quelle que soit la personne, à la limite, qu'on mette des cases, des étiquettes ou pas par rapport à ça. Enfin, moi, je trouve que c'est plus un tremplin que l'idée, c'est pas de te mettre dans une case pour rentrer dedans. Mais en avoir conscience aussi, ça aide à la connaissance de soi et du coup à faire des choix, comme tu disais, vraiment qui soient à fond en conscience. Je pense que c'est ouais, la base. Tu vois, être libre, c'est d'avoir ce choix de conscience, de se dire, OK, il y a tout ça qui existe, qu'est-ce que moi je choisis et qu'est-ce qui me semble le plus juste. Euh, et il y a la notion de consentement aussi qui revient, et je trouve qu'elle est très présente en ce moment dans notre société parce que, bah, en fait, en tant que femme, cette notion de consentement, et notamment par rapport à la maternité, elle est à plein d'endroits. Et si on ne fait pas attention, enfin, tu vois, par exemple, le droit à l'avortement, enfin, qu'on soit d'accord ou pas, le droit à retourner au travail, quand est-ce qu'on retourne au travail, le droit, enfin, en fait, il y a plein de choses dans le consentement et aussi dans notre couple. Bah oui, du coup, moi, je me rappelle qu'on avait une très grosse discussion avec mon mari sur l'allaitement, parce que lui, il voulait que j'allaite et moi, je ne voulais pas. C'était hors de question. Et lui, pour lui, c'était hyper important. Et du coup, on était à quel point, bah oui, mais c'est mon corps, bah oui, mais c'est notre Mm. enfant. Donc, comment on trouve ça, en fait? C'est vraiment des communications, des discussions on trouve en fait cet équilibre. Et l'idée, c'est vraiment de trouver, bah, non pas d'être dans le fight, quoi. De se dire, bon, bah, ok, on est ensemble, on décide ensemble, on communique parce que bah, on choisit le meilleur chemin aussi qui nous correspond. Et, euh, et en effet, il y a cette magie à la fois que le corps de la femme, on puisse créer des enfants, mais qui fait que du coup, tout le monde a un peu envie de mettre son grain de sel. Et à quel moment, en fait, à quel moment est-ce qu'on dit non, mais là, par contre, ça, c'est de mon domaine, c'est moi, et oui, tu peux dire un conseil, mais ça ne t'appartient pas. Il y a un vrai point là-dessus, même dans la société, on le voit, parce que en fonction des cultures, etc., il y a des choses où parfois les femmes ont beaucoup moins, ou plus ou moins de choix que bah, là, par exemple, en France, tu vois, Mm. ou dans d'autres endroits. Exactement. Ah non, mais ça ouvre sur plein de perspectives et de domaines différents. Et en tout cas, ça nous ramène vraiment à soi, à nous-mêmes. Et c'est ça qui est magnifique. Bah, en tout cas, Pauline, merci infiniment pour ce Avec plaisir. témoignage riche. Et puis, j'espère que, en tout cas, voilà, beaucoup de mamans se retrouveront voilà, dans toutes les pépites là, qu'on a échangées ensemble. Et parce que vraiment, l'idée de cette conversation à toutes les deux, c'était vraiment d'ouvrir aussi encore un peu plus le champ de conscience et des possibles en se disant que ben oui, certaines difficultés qu'on peut traverser, eh bien, elle n'est pas figée, quoi. C'est pas figé. Si on prend un peu de recul, peut-être qu'on peut se découvrir, voilà, avec, avec un HPI, avec un TDAH, avec même, bah, même plusieurs, un cocktail même, tu vois, comme toi. Et Ouais. finalement, c'est important d'en avoir conscience pour se permettre de s'accompagner soi-même d'une certaine façon et en même temps de pas non plus chercher à tout prix ou à se mettre dans des cases, mais c'est vraiment de sensibiliser, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment mon appel du cœur, d'être sensible au fait que bah, on n'est pas bizarre si on ne correspond pas à ce qu'on voit ou qu'on croit ou ce qu'on lit ou ce qu'on nous dit. Voilà, il y a rien de bizarre. Par contre, c'est hyper curieux et passionnant et joyeux de se dire
Ah! Bah, alors attends, tiens, ça me parle pas. Moi, c'est plutôt ça qui me parle et si j'allais et que je m'autorisais à aller dans ce sens-là et de voir ce qui se passe. Voilà, je crois que c'était et je pense que le message est bien passé, en tout cas je l'espère. Oh merci beaucoup, c'était, passionnant et ouais, vraiment merci pour tout ce que tu nous as partagé là, durant la conversation. Avec grand plaisir, merci à toi pour ton invitation. Bah, avec joie, une belle continuation, avec, ton petit loup et dans cette quête, de toi parce que comme tu l'as dit justement, ça ne s'arrête jamais. Non. À bientôt tout le monde. Au revoir Pauline. Au revoir.